Mes travaux de thèse s'intitulent L'illusion des favoris, étudier la recherche d'informations précédant un choix d'ensemble. J'ai réalisé ces travaux sous la direction de Jean-Christophe Vergniaud et Vincent de Gardel au Centre d'économie de la Sorbonne et sous la supervision de Sandrine Bellier pour l'entreprise Humans Matter. Pour commencer, que sont les choix d'ensemble? Les choix d'ensemble sont des décisions où on sélectionne non pas une seule option, mais plusieurs options lors du processus. Alors c'est assez commun au quotidien, par exemple quand on fait un programme d'activité pour les vacances, lorsqu'on choisit les parfums d'une boule de glace ou encore lorsqu'on choisit les cadeaux de Noël qu'on veut offrir à un enfant. Dans le domaine professionnel également, c'est le cas pour les dirigeants par exemple qui doivent définir les projets à mener pour une entreprise ou encore des recruteurs qui doivent trouver des candidats à recevoir en entretien. Et justement le recrutement c'est le point de départ de cette thèse. C'est un sujet pour lequel il y a une littérature assez large et notamment sur la question de l'égalité des chances face à l'emploi. Une méthode qui est prédominante, c'est ce qu'on appelle l'A/B testing de CV, c'est-à-dire qu'on envoie des candidatures en changeant des informations qui sont a priori non pertinentes dans le CV, comme le genre, l'âge, etc. Et on regarde quel effet ça a sur les chances d'obtenir un entretien d'embauche, par exemple. Et ce que montrent ces études, c'est qu'il y a encore de nombreuses discriminations à l'embauche qui peuvent être dues au handicap, au genre, à l'âge, au lieu de résidence, à la religion, à l'apparence physique, etc. Mais par ailleurs, il y a assez peu d'études sur les mécanismes cognitifs des recruteurs, et notamment, on ne sait pas comment les recruteurs, de façon générale, cherchent de l'information, ni même comment est-ce qu'ils font pour faire des sélections d'ensemble, comme c'est le cas dans le sourcing, par exemple. Donc, le sourcing, c'est une activité du recrutement qui est une étape en amont d'un processus de recrutement, durant lequel un recruteur, une recruteuse va chercher activement des candidatures pertinentes pour un poste à venir. Alors le sourcing, c'est réalisé principalement via Internet, notamment sur LinkedIn. On peut faire des recherches, par exemple, comme c'est le cas à côté, une recherche de personnes correspondant au métier de graphiste. L'objectif, c'est de créer des shortlists, des listes restreintes de candidatures potentielles pour intégrer un processus de recrutement. Et donc, si on poursuit avec cet exemple d'une recherche de candidature pour un poste de graphiste, on peut, par exemple, à partir d'une recherche filtrée, aboutir à une liste assez longue, par exemple, de 10 personnes. Pour chacune de ces 10 personnes, je peux accéder assez rapidement sur leur profil à une catégorie information où ces personnes se décrivent, donc c'est une sorte de lettre de motivation, d'aspiration professionnelle. Et cette première information que j'ai pu donc acquérir pour tout le monde, je peux assez rapidement la noter, ça agit un peu comme une première impression. Je peux l'évaluer par exemple sur une échelle qui va de 0 à 10. Une fois que j'ai noté tous les profils qui m'intéressent, je peux les classer de celui qui pour l'instant a la meilleure note, celui qui pour l'instant a la moins bonne note. Mais c'est peut-être pas suffisant pour déterminer la shortlist de candidats que je veux contacter. Alors qu'on aimerait, c'est avoir une deuxième note, et puisqu'on a une note qui correspond plutôt à une lettre de motivation, une deuxième note qui correspondrait à un CV, ça serait parfait. Et justement sur LinkedIn, après la partie information, on a toute une partie qui détaille le CV, par exemple les expériences. Pour chaque expérience, je peux voir le détail de ce qui a été fait dans telle ou telle entreprise. Idem pour les formations, je peux regarder le contenu des formations et si je ne connais pas l'école, me renseigner sur celle-ci voilà, pour la connaître un peu mieux. Ou encore, je peux regarder la liste de compétences qui a été renseignée par la personne et même les regarder par catégorie. Donc finalement, cette deuxième information qui est un peu une étude du CV, elle est quand même assez longue à explorer pour tous les candidats que j'ai gardés et ça demande un effort mental important pour considérer toutes ces informations, les agréger et les transformer en notes. Et donc idéalement, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir réduire cette deuxième étape uniquement à ce qui est utile, nécessaire. Et donc en tant que recruteur ou recruteuse, à ce moment-là, la question c'est qui est-ce que je veux explorer et à la fin, qui est-ce que je vais choisir de mettre ou pas dans ma shortlist. Alors prenons un exemple, si je limite l'exploration des CV à seulement 5 profils et qu'à la fin, mon objectif c'est d'avoir une shortlist de 5, des 5 meilleurs profils possibles. Qui est-ce que je vais explorer en sachant que je connais déjà une note, mais que pour certains, j'aimerais avoir une deuxième note.
Une stratégie qui peut paraître intuitive, assez simple, c'est d'explorer les premiers, ceux qui ont eu les meilleurs scores, étant donné ma première impression. Si cette stratégie elle est optimale pour faire un choix unique, bah, elle ne l'est pas du tout pour faire un choix d'ensemble. Pourquoi? Parce que par exemple, il est inutile d'explorer la candidature qui est pour l'instant en première place, parce qu'elle est quasiment sûre de rester dans le top 5. Et donc son deuxième score ne sera pas le plus utile de ceux qu'on peut aller explorer. Alors justement, la manière dont on cherche l'information, c'est une question qui a été étudiée précédemment dans la littérature, mais principalement avant un choix unique. Et ce que nous dit cette littérature, c'est que les individus sont sous-optimaux, c'est-à-dire qu'ils ont tendance notamment à utiliser des heuristiques, c'est-à-dire des stratégies simplifiées qui permettent de résoudre les problèmes en réduisant la complexité du problème à traiter. Pourquoi est-ce qu'on est sous-optimaux de façon générale? Eh bien, premièrement, parce qu'on peut se satisfaire d'une assez bonne performance sans chercher nécessairement à atteindre la performance parfaite. Et deuxièmement, parce qu'on est aussi sensible à des biais cognitifs, c'est-à-dire à des déviations systématiques du raisonnement rationnel. Étant donné ces difficultés pour un choix unique, on peut craindre qu'il y en ait encore plus pour faire un choix d'ensemble. Et justement, qu'est-ce qui différencie un choix unique d'un choix d'ensemble? Alors on peut noter trois différences principales. Une première, c'est que c'est une tâche plus complexe de faire un choix d'ensemble. Quand je dois choisir une option parmi 10, bah, j'ai 10 choix possibles. Par contre, quand je dois faire 5 choix parmi 10, d'un coup j'ai 252 combinaisons possibles, 252 choix possibles. Deuxième différence, la nature de la tâche peut varier. Quand je fais un choix d'ensemble, il peut y avoir une notion de complémentarité. Par exemple, quand je compose une équipe, c'est important que tout le monde n'ait pas les mêmes compétences, mais plutôt que les compétences se répartissent au sein de l'équipe. Il peut aussi y avoir une notion d'ordre dans lequel je fais mes choix. Ou encore, il y a des répétitions qui sont possibles. Par exemple, quand je choisis les parfums des 3 boules de glace que je veux avoir, bah, si je veux, je peux prendre 3 fois le même parfum. Troisième différence, les risques de perte peuvent se cumuler. Alors, c'est pas forcément intuitif, on peut se dire qu'une erreur parmi 5 choix, c'est moins grave qu'une erreur parmi un seul choix. Mais en réalité, quand on fait un mauvais choix, par exemple, quand on recrute quelqu'un qui intègre une équipe et que cette personne affaiblit la cohésion d'équipe, bah, ça affecte tout le monde. Un autre exemple, c'est que si on choisit un mauvais parfum parmi ces 3 parfums de boule de glace, bah, ça peut gâcher complètement toute la glace. Et dans ma tête, je me suis posé donc cette question, qui est de savoir finalement quelle stratégie mettent en place les individus pour explorer de l'information avant de réaliser une sélection d'ensemble. Dans le premier chapitre, je montre que les individus ont un biais d'exploration, mais aussi un biais de sélection dans une tâche où ils doivent faire des choix d'ensemble. Dans le deuxième chapitre, j'étudie d'éventuels liens entre des facteurs cognitifs déjà connus dans la littérature et les biais d'exploration et de sélection qu'on a montrés dans le premier chapitre. Dans le troisième chapitre, j'étudie la métacognition de la stratégie d'exploration des individus, à savoir la manière dont ils perçoivent leur propre stratégie. Et enfin, dans le quatrième chapitre, je tente d'enseigner, d'apprendre aux individus une stratégie d'exploration optimale pour résoudre une tâche de choix d'ensemble, mais aussi de voir s'ils sont capables de l'adapter à d'autres tâches de choix d'ensemble. Alors dans le premier chapitre, j'ai conçu une tâche originale qui permet d'étudier la question des choix d'ensemble. L'objectif de cette tâche, c'est ce qu'on a vu en exemple, à savoir commencer par explorer 5 candidatures de votre choix parmi 10, afin ensuite de trouver le top 5, les 5 meilleures candidatures. Pour cela, les participants voient s'afficher sur leur écran ceci, c'est-à-dire 10 candidatures qui sont composées d'un score A et d'un score B. Le score A représente une compétence A, qui a été évaluée sur une échelle de 0 à 10. Ce score est déjà connu dès le départ pour toutes les candidatures. Le score B représente également une autre compétence, une compétence B, qui a été également évaluée sur une échelle de 0 à 10. En sachant que les scores A et B ne sont pas corrélés, les participants doivent déterminer quel score B il faut explorer afin à l'étape 2 de choisir quels profils ont le meilleur score total en faisant la somme de A plus B. Premièrement, pour réaliser cette étape d'exploration, les individus doivent cliquer
sur les candidatures qu'ils souhaitent explorer. Puis, quand ils en ont sélectionné exactement 5, confirmer leur exploration. Ils arrivent ensuite à l'étape de sélection où ils découvrent les scores B qu'ils ont souhaité explorer. Ils doivent alors déterminer, selon eux, parmi les 10 candidatures qu'ils voient, lesquelles ont les 5 meilleurs scores totaux en faisant A plus B. Pour les scores qui ne sont pas visibles, ils ont bien conscience du fait qu'ils existent quand même et donc ils doivent être pris en compte. Donc ils sélectionnent, comme pour l'étape d'exploration, les 5 candidatures qui leur paraissent être les meilleures. Quand ils en ont sélectionné exactement 5, ils peuvent confirmer leur sélection. Et on leur donne alors un feedback, un retour. Ici, par exemple, parmi les 5 candidatures que vous avez choisies, 4 font partie des meilleures. Dans les analyses, je peux ensuite transformer cela en performance, à savoir ici 4 bonnes réponses sur 5, une performance de 80% pour cet essai. Alors on a utilisé ce paradigme et des variations pour les 4 chapitres de thèse, et les participants ont réalisé une série d'essais, entre 10 et 25 essais de cette tâche, pour nous permettre de comprendre quelle stratégie ils mettent en place. Et justement, pour caractériser ce que font les participants, on a utilisé des stratégies d'exploration qui sont basées uniquement sur le classement des scores A. Donc ces stratégies, on peut les voir en théorie, graphiquement, mais aussi en pratique dans un essai. Alors en théorie, ce que ça donne, c'est qu'on regarde, selon le classement des scores A, donc ici en abscisse, la candidature qui sera au niveau du 1, tout à gauche de l'axe des abscisses, c'est la candidature qui sera première, donc celle qui aura eu le meilleur score, et au bout de l'axe, la candidature qui sera à la 10e place, donc celle qui aura eu le moins bon score. En ordonnée, on a donc l'exploration, à savoir à quel point est-ce qu'il faut explorer une candidature selon le rang auquel elle se trouve après avoir pris connaissance de son score A. Une première stratégie qu'on peut présenter et dont on a déjà parlé, c'est celle d'explorer les premiers. Donc, en pratique, ça donne ici une exploration de scores de 10, de 8 et de 6, qui sont les meilleurs scores dans cet essai. Et donc, comme on l'a dit précédemment, cette stratégie n'est pas optimale, notamment parce qu'elle explore les scores de candidature qu'on est quasiment sûr de garder. On sait déjà que les 3 candidatures qui ont des scores de 10 vont rester très probablement dans notre sélection finale. Une stratégie qui est finalement symétrique, mais qui a les mêmes défauts, c'est d'explorer les candidatures qui ont eu les derniers scores A. Ici, ça donne par exemple une exploration de score de 0 ou de 1, et là, idem, en fait, on sait déjà ce qu'on va faire pour ces candidatures, à savoir très probablement qu'on va les rejeter. Donc leur score B n'est pas utile à explorer. Une troisième stratégie qui cumule les défauts des 2 premières, c'est d'explorer aux extrémités, c'est-à-dire les tout meilleurs scores et les tout moins bons scores. Et là, finalement, c'est la même chose que précédemment. On sait déjà que le sort de ces candidatures est déjà quasiment scellé. Et donc, vous l'aurez compris, par opposition, une stratégie qui est quasiment optimale, une heuristique qui est quasiment optimale, c'est d'explorer plutôt au milieu, c'est-à-dire les candidatures qui sont classées entre les rangs 4 et 7, et de choisir au hasard entre une candidature classée 3e et une classée 8e, par exemple. Et ici, le 9, par exemple, ici, c'est une candidature qui est classée 3e. Avec cette heuristique, il y a autant de chances d'explorer le 9, ici, qui est donc 3e, que d'explorer la candidature qui est 8e, qui est le 3, situé en bas à gauche. Et c'est ce qui différencie cette stratégie milieu de la stratégie optimale, qui, elle, dans la même situation, malgré le fait que globalement elle ressemble énormément, va plutôt privilégier d'explorer le 3, parce que la stratégie optimale prend en compte les rangs, mais aussi les écarts entre les scores. Et ici, le score de 9, on peut constater qu'il est quand même très élevé, donc il a très peu de chances de se faire rattraper, et de se faire exclure carrément du top 5 qui se dessine actuellement, tandis que le 3, lui, a peut-être une chance d'intégrer le top 5 en rattrapant un 6 par exemple. Enfin, une dernière stratégie assez simple qu'on peut mettre en place, c'est d'explorer au hasard, et donc ça peut donner ici une exploration de score de 0, de 1, des scores très faibles, d'un score très haut comme le 10 ou des scores intermédiaires. Ok. À partir de ces stratégies, on a regardé dans une première expérience que font les participants dans cette étude. Et donc on a ici l'optimal. Notre hypothèse était qu'il serait plutôt proche de cette courbe orange, c'est-à-dire une exploration des premiers.
Ce qu'on voit ici en bleu, c'est que les participants explorent davantage les candidatures qui sont classées au premier rang que celles classées au dernier rang. Au niveau individuel, ce que ça donne, c'est que 65% des participants sont mieux décrits par la stratégie d'explorer les premiers que par une autre stratégie. Et c'est ce que je définis ici comme un biais d'exploration vers les meilleurs scores A. Au niveau de la sélection, on s'est demandé est-ce que les participants choisissent plutôt les candidatures qu'ils ont explorées par rapport à ce que ferait la stratégie optimale. Et ce qu'on voit, c'est qu'en effet, les participants ont un biais de sélection vers les candidatures qu'ils ont explorées, à savoir que les participants choisissent plus les candidatures qu'ils ont explorées que ne le ferait la stratégie optimale. Et donc au niveau de la performance, on voit que les participants sont sous-optimaux, à savoir qu'ils performent entre 80 et 84%, alors que la stratégie optimale performe entre 91 et 93%. Alors dans ce même chapitre, on s'est posé une autre question qui est finalement de savoir est-ce que ce biais d'exploration, est-ce que c'est un biais qui est vers les meilleurs scores ou est-ce que c'est un biais qui est vers les favoris de l'action de sélection. Dans la première expérience, ces deux hypothèses, en fait, elles sont imbriquées l'une dans l'autre. Les meilleurs scores, les 9, les 10, etc., c'est aussi ceux qui sont favoris pour être choisis, puisque c'est une étape où on doit trouver les meilleurs. Alors on a conçu une autre expérience dans laquelle cette fois on a changé l'objectif, à savoir qu'après avoir exploré 5 candidatures, l'objectif c'est d'éliminer les 5 dernières candidatures. Donc, dans cette expérience, les participants doivent agir sur ceux qu'ils veulent rejeter à la deuxième étape. Si les participants gardent bien un biais vers les meilleurs scores, alors on devrait retrouver cette courbe bleue avec les triangles. Et c'est pas ce qu'on voit, on voit plutôt une inversion de la courbe, à savoir que maintenant, collectivement, mais aussi au niveau individuel, la stratégie majoritaire, c'est plutôt d'explorer les derniers, c'est-à-dire les candidatures qui ont eu les moins bons scores A. Cependant, la deuxième stratégie la plus utilisée, ça reste d'avoir exploré davantage les premiers, et donc en moyenne, ça donne un biais d'exploration qui est non significatif, parce qu'on a un groupe qui a plutôt un biais vers les premiers et un groupe qui a plutôt un biais vers les derniers. Au niveau de la sélection, cette fois, on regarde est-ce que les candidatures qui ont été explorées ont été davantage rejetées. Eh bien non. Ce qu'on voit, c'est que le biais initial s'est maintenu, c'est-à-dire que les participants ont toujours un biais de sélection vers les candidatures qu'ils ont explorées. Ils préfèrent garder les candidatures pour lesquelles ils connaissent les deux scores. Ainsi, en termes de performance, on retrouve des performances qui sont sous-optimales, mais dans les mêmes proportions, ni plus ni moins, que dans la première expérience. Alors, dans le deuxième chapitre, je me suis demandé est-ce que ces biais sur lesquels on travaille, qu'on vient de démontrer, est-ce qu'ils sont nouveaux ou bien est-ce qu'on peut faire des liens avec des biais qui sont déjà connus. Alors, ce que nous dit la littérature, déjà, c'est qu'il y a énormément de biais cognitifs qui ont été recensés et que récemment, des chercheurs tentent de les catégoriser, de les regrouper selon des facteurs qui seraient communs dans des taxonomies de biais cognitifs. Nous, on s'est intéressé en particulier au biais de confirmation, à savoir la tendance à chercher des informations qui peuvent confirmer une hypothèse qu'on a déjà. Et l'hypothèse qu'on formule justement, c'est que le biais d'exploration pourrait être positivement corrélé au biais de confirmation. Malheureusement, les résultats de cette hypothèse sont non concluants, c'est-à-dire qu'on n'a pas de preuves suffisantes pour conclure en faveur d'un lien entre ces deux biais. Alors on s'est posé une autre question dans ce même chapitre, à savoir est-ce que l'expertise en recrutement peut permettre d'éviter le biais d'exploration. Alors ce que dit la littérature dans les études sur les experts, c'est qu'a priori, les experts ne sont pas moins sensibles aux biais cognitifs quand on leur présente des tâches telles qu'on les présente classiquement en laboratoire. Mais je formule quand même l'hypothèse que l'expertise en recrutement pourrait réduire le biais d'exploration pour deux raisons. La première, c'est que, en effet, le fait de savoir chercher de l'information, ça peut être une compétence dont ils ont besoin pour faire du sourcing, comme on l'a vu en exemple, mais aussi parce que la tâche est présentée explicitement comme une tâche de recrutement.
Cette fois-ci, on a changé de méthode, à savoir qu'on a recruté 78 professionnels du recrutement via LinkedIn qui ont répondu à une version questionnaire de la tâche, c'est-à-dire qu'on leur a présenté le problème de façon théorique et on leur a demandé de choisir parmi les 5 stratégies présentées ici, laquelle est selon eux la plus optimale. Alors les résultats montrent que premièrement, sur un panel de personnes qui ne sont pas experts, mais qui ont aussi fait cette version questionnaire, on voit qu'on a des résultats similaires, à savoir qu'on retrouve un biais d'exploration vers les premiers, alors même que dans les réponses proposées, il y a une réponse qui est plus optimale et qui est explicitement décrite. Deuxièmement, les experts ne semblent pas être immunisés au biais d'exploration. On trouve des résultats similaires entre personnes non expertes et personnes expertes. Alors ça nous a amené à me poser une question dans le troisième chapitre qui est finalement, si même quand on présente une meilleure stratégie dans les réponses possibles, même quand les personnes ont énormément d'essais, elles n'arrivent pas à trouver la meilleure stratégie, finalement, comment est-ce qu'elles perçoivent la qualité de leur stratégie d'exploration? Et donc, ça fait appel à une notion qui est la métacognition, à savoir la façon dont on évalue et on gère nos capacités cognitives. Ce que nous enseigne la littérature sur cette question, c'est que globalement, les individus ont tendance à surestimer leur performance. Donc c'est aussi l'hypothèse que je fais, à savoir que les individus surestiment probablement la qualité de leur stratégie d'exploration. Cette fois-ci, j'ai réutilisé la version originale de la tâche, c'est-à-dire avec plusieurs essais de façon répétée, et j'ai ajouté une question entre l'étape d'exploration et l'étape de sélection, à savoir de demander aux participants, selon vous, combien de vos demandes d'exploration correspondent à ce qu'aurait fait la stratégie optimale, sur une échelle de 0 à 5 sur 5. Pour étudier cette question, on regarde le lien entre la confiance et la performance de l'exploration. Si la confiance est bien alignée sur la performance de l'exploration, on devrait retrouver des points alignés sur la diagonale en pointillés rouges. En revanche, si les individus se surestiment, leurs points seront plutôt au-dessus, et s'ils se sous-estiment, plutôt en dessous. Et ce que montre le graphique, c'est que globalement, les participants se surestiment largement et qu'il n'y a pas de lien entre leur confiance et la performance de leur exploration. Cependant, on s'est posé une autre question, à savoir, est-ce que leur confiance peut décrire autre chose? Et notamment, est-ce qu'elle peut décrire à quel point est-ce qu'ils arrivent à appliquer la stratégie qu'ils pensent être la meilleure, c'est-à-dire la stratégie qu'ils essayent d'appliquer. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en effet, il y a une relation positive entre leur confiance et le fait d'appliquer correctement la stratégie dont ils sont les plus proches. Plus ils sont confiants, plus c'est qu'ils arrivent à appliquer la stratégie qui les décrit le mieux. Et donc on en déduit que les participants semblent bien convaincus d'utiliser la meilleure stratégie possible. Et donc que pour changer cela, il est probable qu'ils aient besoin d'aide. Alors c'est ce que j'ai tenté de faire dans le quatrième et dernier chapitre, à savoir se poser la question, est-ce qu'on peut éliminer les biais d'exploration et de sélection? Il existe plusieurs méthodes pour réduire les biais recensés dans la littérature. Une première, c'est d'utiliser des contenus éducatifs, à savoir d'expliquer aux gens quel est leur biais et de leur expliquer comment le résoudre. Une deuxième méthode consiste à utiliser des incitations financières plus fortes, à savoir mieux récompenser les bonnes réponses et plus sanctionner les mauvaises réponses. Enfin, une troisième méthode consiste à utiliser des nudges, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, à savoir d'orienter les individus vers une stratégie plus optimale sans leur expliquer nécessairement le comment du pourquoi. Alors, je formule deux hypothèses à ce sujet, à savoir que la première, c'est que les contenus éducatifs vont améliorer la stratégie d'exploration. La deuxième hypothèse, c'est que les incitations financières pourraient booster la qualité de la sélection en renforçant la vigilance des participants au moment de faire cette étape-là. J'ai donc combiné les deux méthodes de remédiation. La première, les incitations financières, concerne uniquement le calcul du bonus. À savoir que dans toutes les études, les participants sont assurés d'un gain minimum, mais ils peuvent gagner un bonus selon la performance d'un de leurs essais qu'on va tirer au hasard. Et pour cet essai, pour un premier groupe qui a un paiement par défaut, une bonne réponse donne 1 euro. Donc avec 3 bonnes réponses sur 5, je gagne 3 euros. Pour un deuxième groupe, c'était un calcul du bonus tout ou rien. Soit j'ai donné 5 bonnes réponses et j'ai gagné 5 euros, et sinon je gagne 0 euros.
Donc avec 3 bonnes réponses sur 5, par exemple, je gagne 0 euros. Enfin, dans un groupe malus, cette fois c'était un peu plus difficile. Une bonne réponse donne 1 euro, mais une mauvaise réponse fait perdre 2 euros. Donc dans ce groupe, avec 3 bonnes réponses sur 5, je perds 1 euro. Donc pour chacun de ces 3 groupes, on a séparé en deux une partie qui avait une intervention éducative et l'autre moitié qui avait simplement un rappel des instructions pendant la tâche. Cette intervention elle consiste en une explication théorique de la tâche et de comment la résoudre, aussi bien pour la partie exploration que pour la partie sélection. Alors pour la partie sélection, en fait, la solution, quand on ne connaît pas un score, c'est de le remplacer par le score moyen, c'est-à-dire 5. On leur montre ensuite des exemples pratiques qui permettent de voir comment appliquer ce qu'on a montré en théorie dans un essai. Et tout ça uniquement pour la version 5 exploration, 5 sélection de la tâche, la version classique qu'on a vue jusqu'ici. Ensuite, les participants doivent réaliser un entraînement avec des corrections personnalisées selon leurs erreurs, puis répondre à des questions de vérification qui nous permettent de nous assurer qu'ils ont bien compris le contenu de la remédiation éducative. Alors on peut tout de suite dire que pour les incitations financières, on ne voit pas d'effet principal des différents modes de paiement, de calcul du bonus, et qu'il n'y a pas d'interaction non plus avec l'intervention éducative. Donc ici, je présente les effets de la remédiation éducative. La tâche se composait ainsi, c'est-à-dire en 4 blocs. Un premier bloc dans lequel c'est une version classique de la tâche, 5 explorations, 5 sélections. Ce qu'on voit, c'est que avec le groupe contrôle, par exemple, on obtient exactement le même pattern, le même comportement que ce qu'on avait dans l'expérience précédente. Dans le deuxième bloc, après une intervention qui était donc un rappel des instructions, eh bien on retrouve exactement la même stratégie d'exploration. Dans le troisième bloc, cette fois, on a modifié la tâche. On a dit aux participants, vous ne pouvez explorer cette fois que 3 candidatures et vous devez trouver les 6 meilleures. Alors ça a pour effet, comme le montrent les droites en pointillés jaunes, de décaler légèrement la stratégie optimale plutôt au-dessus du 6e rang, alors qu'avant elle était plutôt au-dessus des rangs 5 et 6. Et ce que montre le groupe contrôle, donc il y a eu un rappel des instructions, c'est une adaptation assez faible à ces changements. Dans le 4e bloc, on a aussi une version adaptée, différente de la tâche, 3 explorations également, et cette fois il faut trouver le top 4. L'effet, c'est que la stratégie optimale se décale cette fois au-dessus du 4e rang, et qu'on voit à nouveau que les participants du groupe contrôle sont assez éloignés de cette stratégie optimale. En revanche, quand on regarde le groupe qui a reçu l'intervention éducative, dans le premier bloc, ils sont comme les participants du groupe contrôle, mais dès le deuxième bloc, la qualité de leur exploration est meilleure, leur stratégie d'exploration est plus proche graphiquement de la stratégie optimale, et globalement, la remédiation éducative a donc fonctionné pour résoudre la version classique de la tâche, réduire le biais d'exploration, mais aussi persister sur des variations de la tâche qu'on a pu faire dans les blocs 3 et 4. À l'étape de sélection, on voit aussi qu'après intervention, pour le groupe qui a reçu l'intervention éducative, clairement, l'optimalité de la sélection est meilleure que pour le groupe contrôle à partir du bloc 2, c'est-à-dire après l'intervention. Et donc ces effets sur l'exploration et la sélection, on les voit se reporter sur la performance qui se rapproche très largement de ce qui peut être fait de mieux dans cette tâche. Ok. Globalement, les contributions de la thèse, c'est d'avoir identifié un nouveau problème, à savoir la sélection d'ensemble, d'avoir conçu un paradigme expérimental original, d'avoir caractérisé le comportement des individus et d'avoir proposé une remédiation. En détail, dans le premier chapitre, je montre que pour faire des choix d'ensemble, les individus ont un biais d'exploration vers les options favorites pour la sélection, mais aussi un biais de sélection vers les options qu'ils ont explorées. Dans le deuxième chapitre, on a comparé ces biais à d'autres facteurs cognitifs. Et pour l'instant, on ignore si les biais d'exploration et de sélection sont liés à d'autres biais ou à d'autres facteurs cognitifs déjà connus de la littérature. Rien n'indique non plus que l'expertise en recrutement permettrait d'être épargnée par le biais d'exploration. Ensuite, dans le troisième chapitre, je montre que les individus se surestiment largement, ils surestiment la qualité de leur stratégie d'exploration, mais que leur confiance indique plutôt la consistance avec laquelle ils arrivent à appliquer la stratégie qui les décrit le mieux, qu'on appelle leur stratégie préférée.
Enfin, dans le 4e chapitre, on montre qu'une remédiation éducative, contrairement à une modification des incitations financières, permet d'améliorer l'exploration et la sélection. La remédiation permet aussi d'améliorer des performances à des variations de la tâche qui a été remédiée. Suite à ces travaux de thèse, il y a de nombreuses perspectives de recherche possibles. Et une première, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut expliquer l'effet positif de la remédiation éducative. Alors une hypothèse que je formule, c'est qu'on aurait résolu la faille du raisonnement contingent. Alors pour illustrer le concept, je vous propose une petite tâche. Imaginez que devant vous, une personne a un sac avec 10 billes. Parmi ces 10 billes, vous savez qu'il y en a 7 qui sont bleues et 3 qui sont rouges. Vous allez devoir voter pour savoir si la bille qui va être tirée sera bleue ou rouge. Mais vous allez voter avec 2 personnes. Un premier robot qui lui votera toujours bleu. Il votera toujours que la bille tirée va être bleue. Et un deuxième robot qui lui votera toujours pour la bonne couleur. Si c'est bleu, il dira bleu. Si c'est rouge, il dira rouge. Alors vous allez voter simultanément avec les 2 robots. Et ce qui sera considéré comme votre pronostic, c'est le vote majoritaire. Si le pronostic majoritaire est le bon, vous gagnez 10 €, sinon vous ne gagnez rien. Ok, alors je vous laisse réfléchir. Selon vous, est-ce que vous voteriez bleu ou est-ce que vous voteriez rouge? Je vous laisse mettre pause sur la vidéo. Alors avant de donner la réponse, je vous explique comment ils ont essayé de remédier à la faille du raisonnement contingent dans cette tâche. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rendu l'objectif plus explicite. C'est-à-dire qu'ici, l'objectif n'est pas de savoir, n'est pas de deviner quelle sera la couleur de la bille, mais plutôt de faire en sorte que le vote majoritaire soit toujours de la bonne couleur. Une deuxième méthode qu'on peut utiliser, c'est de rendre le vote séquentiel. C'est-à-dire d'imaginer que vous ne votez pas en même temps, mais que vous votez après les robots. Si par exemple les 2 robots ont voté bleu, l'un parce qu'il vote toujours bleu et l'autre parce que la bille tirée sera bleue, alors que vous votiez rouge ou bleu n'a pas d'importance. Dans tous les cas, le vote majoritaire sera bleu et vous êtes donc sûr de gagner. L'autre cas est si un des robots a voté bleu, celui qui vote toujours bleu, mais que l'autre a voté rouge. Dans ce cas, votre vote devient important. Votre vote peut faire la différence. Et donc, ce qui comptera dans ce cas, c'est que vous ayez voté rouge. Donc globalement, il y a un cas où vous pouvez voter bleu ou rouge, ça n'a pas d'importance, et l'autre où il faut absolument voter rouge. Donc, la bonne réponse est de toujours voter rouge. Les remédiations qu'on peut tester dans notre tâche pour voir si c'est bien ça qu'on a réussi à résoudre, c'est par exemple de présenter l'objectif différemment et de dire aux individus, vous devez explorer les scores B qui peuvent faire changer votre sélection provisoire, celle que vous avez pour l'instant en tête. Une autre manière, c'est dans la tâche séquentielle, en réalisant une exploration plutôt que 5 et en ayant l'obligation de décider immédiatement est-ce que vous voulez sélectionner ou rejeter la candidature que vous venez d'explorer. Ainsi, ça peut aider les participants à se rendre compte que la candidature qu'ils viennent d'explorer, ils n'avaient pas besoin de son score B pour décider de la sélectionner ou pas. D'autres perspectives de recherche qu'on peut passer en revue rapidement. Une première, c'est que la nature des biais est pour l'instant pas tout à fait identifiée. Alors on a testé quelques biais dans le chapitre 2, mais on pourrait tester tout un panel plus large de biais pour voir si on trouve des liens avec les biais d'exploration et de sélection. On peut notamment étudier les biais pavloviens, une proposition venue d'une étude de Hunt en 2016 qui présente dans une tâche assez proche des biais qui seraient dus à un conditionnement à approcher les sources de gains potentiels et à éviter les sources de punition ou inconnues. Une deuxième piste, ça peut être d'étudier les différences inter-individuelles, à savoir que dans toutes les tâches, on voit que les individus peuvent avoir des stratégies très différentes entre ceux qui ont la stratégie majoritaire d'explorer les premiers, mais d'autres qui explorent tout à fait différemment. On voit aussi des différences inter-individuelles dans le fonctionnement de la remédiation. Certains n'ont pas besoin de remédiation pour réaliser toutes les variations de la tâche, quand d'autres n'arrivent pas à réaliser correctement la tâche basique, même après remédiation. On peut se demander si des facteurs de personnalité entrent en jeu et peuvent expliquer ces différences. Enfin, on pourrait aussi creuser la question de la valeur non instrumentale, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable d'explorer par curiosité plutôt que d'explorer par utilité. Merci de votre attention.